Bien, bonsoir à tous. J'ouvre cette séance du conseil municipal. Je souhaite une bonne année à ceux à qui je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Et nous rentrons dans le vif du sujet. Monsieur Amaro, merci de faire l'appel. Mesdames et messieurs les élus, bonsoir et tous nos meilleurs vœux. Michel Amiel, Présent. Jean-Marc Leonetti, Monix Lissin, Excusez pouvoir monsieur Leonetti. Pierre Tonarelli, Excusez pouvoir monsieur Farcy. Sophie Cham, Présent. Claude Farcy, Joël Baltz, Présent. Jean-Philippe Musso, Agnès Amiel, Grégory Boucher, Caroline Chéléquian, Excusez pouvoir monsieur Boucher. Gérard Pateau, Vincent Lequin, Patricia Boigard, Sylviane Réau, Présent. Didier Long, Karine Vassalo, Excusez pouvoir madame Cham. Fabrice Vega, Miaïla Bittard, Excusez pouvoir madame Giallo. Audrey Giello, Présent. Julien Dardenne, Audrey Ville, Présent. Éric Adamy, Excusez pouvoir monsieur Vega. Francette Mépi, Présent. Gérard Vallat, Alain Ponce, Romain Marot présent, Joël Fiorino, Présent. Jean-Claude Cabras, Excusez pouvoir monsieur Amaro. Katia Delavaux, Présent. Michel Scamaroni, Solange Gorlier-Lacroix, Présent. Maximilien Fuzon, Emeline Coche, Présent. Rosie Inodi. Merci. Procès verbal de la séance du 14 décembre dernier. Des remarques, des questions? Oui. Oui, alors avant, est-ce qu'il serait possible d'avoir une boîte aux lettres pour les élus? Parce qu'en fait, on remet le courrier à chaque fois lors du conseil municipal, et en fait, dans toutes les mairies, il y a une boîte aux lettres pour les élus de l'opposition, et ça serait peut-être bien qu'on en ait une au bout de 10 ans. Quoi. Une boîte. Bah, oui, parce que du coup, qu'on puisse venir régulièrement chercher courrier. Oui, tout à fait. Il n'y a pas de problème. Aucun souci. D'autres remarques? Oui, concernant le procès verbal, déjà oui, meilleurs vœux à tous. Et, il y a eu une décision, désignation d'un avocat pour se constituer partie civile dans le cadre de poursuites pénales engagées suite à l'agression d'un agent de police dans l'exercice de ses fonctions. Là, on est au procès verbal de la dernière séance. Après, on va parler des poursuites. Ah, bon, excusez-moi. Donc, oui. Oui, monsieur le maire, juste avant de revenir sur une notion du précédent conseil municipal, juste une prise de position. On est à chaque fois surpris par l'inélégance à la lecture des propos que vous pouvez avoir au lendemain du conseil municipal sur les postes que vous appelez le lendemain du conseil municipal. Vous tenez des propos à notre rencontre qui sont assez irrespectueux. J'ai été moi-même traité de con et d'imbécile. Ce sont les propos que vous écrivez en tout cas sur les réseaux sociaux. Je ne suis jamais traité de con, monsieur. Vous me traitez de con et d'imbécile et d'autres noms d'oiseaux. Vous ne cessez de m'insulter depuis des mois. Ça fait trop longtemps qu'on laisse passer ce genre de choses. Et à partir d'aujourd'hui, je vous demande tout simplement d'arrêter. Alors, vous utilisez des citations pour justement me traiter à distance sur des noms d'oiseaux. C'est une mécanique qui dénote un petit peu une certaine absence d'éthique, mais peut-être une perte de contrôle venant du premier magistrat de la commune. Du coup, monsieur le maire, on attend de vous un peu plus de maîtrise, un peu plus de professionnalisme, si ce n'est pas le cas dans la gestion de la ville, au moins dans vos comportements et vos paroles que vous avez à notre rencontre. Nous demandons un comportement modèle, ou de la dignité dans les débats et les commentaires que vous écrivez sur les réseaux sociaux au travers de citations que vous préparez, et vous en aurez sûrement préparé encore d'autres ce soir, mais en tout cas, la seule chose qu'on vous demande, ressaisissez-vous. Concernant le précédent procès verbal, lors du précédent conseil municipal, vous avez rejeté en bloc notre délibération engageant la création d'une commission d'attribution des logements sociaux permettant de sortir de l'opacité que vous souhaitez conserver. Cette proposition a été approuvée par l'intégralité des élus d'opposition. L'intégralité des élus d'opposition qui représentent plus de voix que votre liste. Soit 4024 voix contre 3201 voix qui ont voté pour vous. Le mois dernier, vous vous êtes donc opposé à la majorité de votre population. Les Pénois vous demandent et nous demandent, puisque nous sommes en campagne, pour quelles raisons vous êtes opposé à cette commission d'attribution des logements sociaux, qui est une démarche de transparence engagée par d'autres maires. Quelles sont vos raisons, monsieur le maire, et les élus de la majorité? Donc,
vu le temps que vous prenez, les leçons que vous donnez à mon égard sur des comportements et des paroles, je ne vais pas vous répondre et désormais, je vous ignore complètement. Donc, adoption du procès verbal de la séance du 14 décembre. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous abstenez. Décision par délégation du conseil municipal. Oui, donc du coup, il y a une désignation d'un avocat pour se constituer partie civile dans le cadre de poursuites pénales engagées suite à l'agression d'un agent de police. Dans l'exercice de ses fonctions, on voudrait savoir ce qui s'est passé. C'est simplement passé qu'un de nos agents de police municipale, une dame à savoir, a demandé à une personne de déplacer une voiture gênante et qu'il s'en est suivi un comportement violent, verbal et physique. Donc la personne, ce qui est l'agent municipal, naturellement a porté plainte, et j'ai décidé bien évidemment de la soutenir, tout simplement, comme j'ai toujours soutenu. Alors, étant entendu que les choses soient bien claires, il n'y a pas eu de la part de cet agent de police municipale quelques comportements violents. Donc, je veux dire, on ne fera pas un procès en... Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai toujours soutenu les forces de l'ordre en général et la police municipale en particulier. Et donc, je me porte tout simplement partie civile au plein air. Oui, mais c'est très bien. Et nous aussi, on soutient les forces de l'ordre. On l'a régulièrement dit. Mais ça dénote aussi quelque chose sur la commune, une certaine omerta qu'on trouve qu'il y a au niveau des faits qui sont extrêmement graves qui se passent sur la commune. Il y a un employé de la mairie qui a été poignardé. Il y a une jeune fille qui a été poignardée à mort sur la commune. Il y a eu des rixes au couteau. Quand on vous écoute parler, quand on lit le peignoir, on a l'impression que tout va bien. C'est un petit peu le monde de oui. C'est un petit peu le monde des bisounours. Et malheureusement, on a vraiment l'impression que vous mettez la poussière sous le tapis. Alors nous, en mettant la poussière sous le tapis, vous pensez que ça va s'arranger. Alors nous, ce qu'on espère vraiment, c'est que les problèmes d'insécurité qu'il y a sur la commune, que vous les preniez vraiment à bras le corps. Voilà. Alors, au niveau, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, au niveau des effectifs et des équipements de police municipale, nous sommes nettement au-dessus de la plupart des communes de même strate de population et même au-delà. Pour ce qui est de l'omerta, traduisez l'opacité, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je mette dans le peignoir les agressions? Le peignoir c'est fait pour ça, la presse s'en est chargée. Les relations que j'ai avec la police nationale, avec la préfète de police, avec le procureur, sont toutes dans le sens de la protection de nos populations. Maintenant, que la société, pas seulement au Peignirabeau, évolue vers davantage de violence verbale et physique, c'est une évidence. C'est une évidence. Et c'est même monté en puissance dans les suites de la crise Covid. C'est une réalité. Nous, on fait le maximum. Je rappelle quand même que le maintien de l'ordre, ça relève de la police nationale. On fait de notre mieux pour travailler en collaboration. Après, si vous voulez, mais ça vous le ferez en période de campagne électorale, aller hurler sur les toits qu'on est dans l'insécurité au Peignirabeau, c'est votre droit le plus strict. Nous, on fait du mieux possible. Voilà. Après, les comportements violents de la part, le coup de couteau auquel vous faites allusion, oui, c'est une réalité. C'est une réalité. C'est arrivé également. Alors, au demeurant, cette agression au couteau, c'est pas passé sur les peines. Et peu importe. La question, elle s'est passée au domicile de notre agent municipal à Marseille. Bon, c'est juste histoire de mettre les choses à leur réalité. Mais s'il s'agit de dire que la société est plus violente qu'avant, c'est vrai. Voilà. Je pense que vous n'avez pas pris la mesure des choses quand vous supprimez par exemple la police la nuit, quand vous éteignez l'éclairage public la nuit. C'est, à mon sens, à notre sens, c'est pas vraiment prendre la mesure des choses. Ben, c'est votre droit de le dire. Bien, décision, il n'y a pas de vote. Tableau des marchés publics. Oui, madame. Oui, excusez-moi, on parlait effectivement de la violence qu'il y a aujourd'hui dans notre société, et nous en avons été malheureusement témoins dans les informations ces derniers temps avec
de cette agricultrice, Alexandra, et de sa fille, qui revendiquait les droits et le soutien aux agriculteurs qui en ont grandement besoin ces jours-ci. J'aurais voulu savoir s'il vous était possible de proposer peut-être à notre conseil municipal de faire quelques instants de silence pour la mémoire de cette dame. C'est pas le moment. Donc, tableau des marchés publics attribués en novembre et décembre 2023. Oui, madame. Je reprends la parole et je souhaite tous mes voeux à tous les élus du conseil municipal à propos de la réponse que vous avez faite à M. Arnaud. Moi, j'ai besoin d'entendre, et les témoins ont besoin d'entendre, la réponse que vous avez à nous apporter concernant le refus de création d'une commission d'attribution des logements sociaux. Je répondrai par les voies que je juge utiles ailleurs qu'au soir du conseil municipal. C'est pourtant dans le conseil municipal que nous avons délibéré. Je vous ai répondu, madame. Je vous demande de nous répondre. J'ai entendu. Tableau des marchés publics attribués en novembre et décembre 2023. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des remarques? Oui, madame. Je repose la question sur la mise en sécurité du chantier concernant Saint-Blaise. Vous avez répondu qu'il y aurait des lots attribués. Je voulais savoir où ça en était. Est-ce qu'on peut démarrer un chantier sans la sécurité et les installations techniques? Joël, puisque c'est vous qui portez les marchés. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, les lots 8 et 10 ont été relancés exactement le 21 décembre, avec pour date de remise des offres le 28 février et attribution donc du marché en mars. Donc les travaux ne commenceront pas avant donc le mois de mars. Bien, nous rentrons dans le corpus du conseil municipal. Délibération, rapporteur M. Long. Bonsoir mesdames, messieurs, et meilleurs vœux à tout le monde. Alors, la délibération 1, je vous propose d'attribuer une subvention à l'association Minotaur et compagnie représentée par Mme Christelle Niel, sa présidente, pour un montant identique à l'année dernière, à savoir 3 500 €. Question, remarque, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 2. Alors, la 2. Il s'agit de la mise à disposition de la salle Tino Rossi à l'association culturelle arménienne qui souhaite organiser le 23 février 2024 à Tino Rossi une représentation théâtrale pour soutenir les réfugiés arméniens de l'Artsakh. Excusez-moi. Donc vous pouvez en profiter pour marquer dans vos agendas si vous souhaitez y aller. Question, remarque, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Eh bien, question agenda pour la délibération 3, c'est la mise à disposition de la salle Tino Rossi, cette fois-ci pour une manifestation caritative, le samedi 17 février, un spectacle pour aider l'association pour le sourire d'Isaac, qui aide à réaliser les rêves d'enfants qui souffrent de cancer. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 4, eh bien, toujours, puisque vous avez vos agendas, nous sommes là pour délibérer pour la mise à disposition toujours de Tino Rossi à l'association Cantarelle pour soutenir l'association Les Blouses Roses le dimanche 18 février 2024 avec un spectacle caritatif aussi. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 5, je vous propose une exonération de paiement aux activités culturelles pour les accompagnants de personnes handicapées. Les personnes handicapées sont parfois freinées dans leur sortie culturelle car elles doivent payer aussi une place pour les accompagnants qui sont indispensables pour certains. Donc, on vous propose de voter la gratuité pour certains spectacles culturels. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 6, il s'agit cette fois-ci d'une exonération partielle pour les trimestres janvier et mars 2024 pour l'école d'art plastique, pour les élèves de l'école d'art plastique, puisque malheureusement, l'agent en charge de cet enseignement a eu de sérieux problèmes de santé et il n'a pas pu assurer les cours. Donc nous souhaitons, par justice, faire une exonération de l'ordonnance. Qui est pour, contre,
abstention, adopté. La 7, enfin. La 7, il s'agit d'une convention de partenariat entre la ville d'Épine Mirabeau et l'association Transcendance, qui est représentée par son président, M. Amin Alassane. Manifestation qui se produira à Timor-aussi le 3 février 2024 pour une mise en valeur de la culture breakdance, hip-hop et de son école, dont les élèves ont reçu de nombreux prix internationaux. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Merci. Merci Jean-Philippe. Les suivantes, finances. Bonsoir à toutes et à tous, meilleurs vœux. Si vous me permettez, monsieur le maire, on va commencer par les grouper différentes délibérations, parce qu'elles ont tout attrait au cimetière. Donc il s'agit de la 8 à la 13, après bien sûr on les votera une par une. Donc il s'agit de la mise à disposition de caveaux. Nous sommes dans des concessions trentenaires qui n'ont pas été renouvelées. Donc il y en a 6, il y en a 3 qui se... 4, c'est ça, 3 qui se trouvent au cimetière des Cadeneaux, une à Belle-Père et 2 au cimetière du chef-lieu. La différence de prix varie d'une part pour celles qui sont en dessous de 2 000 €, donc ce sont celles du chef-lieu, parce qu'il n'y a pas de monument, il n'y a que l'encadrement. Et ensuite, la variation de prix se fait au regard des travaux qu'il y a à réaliser. Donc, on est dans ces renouvellements-là. Donc, les prix varient de 1 500 à 2 400 €. Est-ce que vous souhaitez que je cite les différents grands ou autres? Donc, on les vote une par une, comme la règle. La 8, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 9, pour, contre, abstention, adopté. La 10, pour, contre, abstention, adopté. La 11, pour, contre, abstention, adopté. La 12, pour, contre, abstention, adopté. La 13, pour, contre, abstention, adopté. Ensuite, on passe à la 14 et à la 15. Là aussi, si vous voulez bien, on va les grouper, puisqu'il s'agit de la même nature de travaux avec des demandes de subventions différentes. Donc, pour la 14 et la 15, il s'agit de pouvoir réaliser des travaux dans les écoles qui auront lieu d'ici cet été, pendant les grandes vacances scolaires. Ça concerne les groupes scolaires des Amandiers, des Cadeneaux, de Castel, de la Renardière et des Bourromettes. Dans tous les groupes scolaires, il s'agit de mettre en place une gestion technique des bâtiments qui permettra de gérer de manière distancielle et par informatique tout ce qui a trait à la régulation des chauffages, de l'électricité, de la climatisation ou de la ventilation. Donc ça, c'est pour tous les groupes scolaires. En particulier pour les Cadeneaux et Castel-Hélène, il va y avoir d'autres travaux qui vont être réalisés. Au Cadeneaux, donc, il va s'agir de remplacer les anciennes chaudières par des pompes à chaleur RO, comme on l'a fait d'ailleurs aux Amandiers récemment, ce qui va nous permettre effectivement de baisser la consommation d'énergie d'à peu près 50%. Il va y avoir également sur ce groupe d'une isolation thermique par l'extérieur qui va être réalisée, ce qui nous permettra là aussi de baisser notre consommation d'énergie d'à peu près 7%. Quant à Castel-Hélène, on va remettre en état de marche toutes les VMC dans les pièces humides, ce qui permettra là aussi de réduire notre consommation d'énergie d'à peu près 19%. On va remplacer aussi les anciennes chaudières qui étaient au gaz, comme pour les autres, donc par les pompes à chaleur RO, ce qui permettra aussi de réaliser une économie d'énergie de 55%. On va remplacer aussi l'éclairage qui est aujourd'hui en rayon par des LED, ce qui permettra de baisser notre consommation d'énergie sur ce poste d'à peu près 50%. Et enfin, il va y avoir l'isolation des toitures qui va être réalisée, ce qui nous permettra là encore de gagner une baisse de consommation d'énergie d'à peu près 4%. Le montant total des travaux s'élève à 953 640 €. Donc pour les deux types de subventions, la première, ça sera sur le fonds vert. Les deux demandes de subventions sont sur des demandes d'État. Donc le premier, c'est le fonds vert, qui a été mis en place en 2023, et pour lequel donc, on avait demandé justement effectivement la rénovation de l'école des Amandiers, et sur les 304 000 € que nous avions demandé, on a obtenu 241 000 €. Et la seconde demande de subvention, c'est le DECIL, qui est un petit peu plus ancienne, pour lequel effectivement nous demandons le même type de niveau de subvention. Sachant que l'année dernière, effectivement, sur le DECIL, par rapport au dossier que nous avions émis, on n'a eu pas de retour positif, puisqu'on l'a eu effectivement sur le fonds vert. Voilà. Ce qui
qui est loin d'être négligeable, puisqu'on a quand même une subvention de 230 000 € au niveau du fonds vert pour l'année 2023, dont je remercie très personnellement le préfet que j'ai rencontré avant-hier. Ce qui a financé à peu près à 63% le projet sur une base maximale de 80. Alors, une par une. La 14. Question, remarque. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. La 15. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci pour la clarté des explications. La 16, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la DRAC, de demande de subvention que nous effectuons chaque année pour justement l'extension et le financement des horaires d'ouverture de la bibliothèque, puisque je rappelle, depuis le 19 novembre jusqu'au 11 février, la bibliothèque est ouverte tous les dimanches de 14h à 18h. Donc nous sommes en année 3, et donc la demande de subvention, c'est là cette année à un montant de 214 245 €. Et c'est l'avant-dernière année, puisque normalement, on aura encore une année en 2025, et je rappelle quand même l'intérêt porté par l'État pour un équipement municipal, ce qui est loin d'être toujours le cas, et la DRAC nous a bien aidés dans ce projet, qui est un vrai succès, puisque je rappelle qu'il y a 5 000 adhérents à l'IDTech, donc 4 000 bénévoles. Pour la 16, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 17. La 17, il s'agit d'un abandon exceptionnel de loyer pour notre potier bénois, M. Fromentin. Donc il y avait déjà des exonérations partielles ces dernières années, puisque nous étions respectivement à 75% d'abattement, on est passé à 50%. L'année dernière, nous étions à 25%. Donc compte tenu effectivement des problématiques soulevées par cette activité, notamment effectivement par rapport à la faiblesse du chiffre d'affaires, il nous a été demandé, avec les pièces bien évidemment à l'appui, de pouvoir reconduire de manière exceptionnelle cette année, de poursuivre cet abattement à 25%. Donc c'est pour ceci que par délibération, il est proposé donc à titre exceptionnel du 1er janvier au 31 décembre de pouvoir continuer l'exonération de 25% qui avait été appliquée l'année dernière. Question, remarque? Oui. Une remarque effectivement et une demande, une proposition sur cette délibération. Alors, quand la municipalité, la majorité mène des actions qui vont dans le bon sens et que nous partageons, nous le disons à chaque fois, et à notre sens, cette délibération va dans le bon sens depuis que vous avez mis en place la mécanique de prise en charge des beaux commerciaux sur le vieux village pour tenter de le redynamiser. Il y a encore beaucoup à faire. On a proposé énormément de choses il y a quelques années que nous reproposerons dans 2 ans. Mais en tout cas, cette action est louable et on la soutient. Juste concernant cette délibération, dans la version initiale que vous nous avez présentée, vous évoquiez que cette aide consentie ne sera pas, je cite, reconductible au-delà du 31 décembre 2024. Monsieur Musso, nous avions demandé en commission que l'aspect exceptionnel soit supprimé vu le contexte économique dans lequel le vieux village se retrouve. On parle de toutes petites sommes, ce qu'on avait évoqué au conseil municipal, c'est que sur le budget de plusieurs dizaines de millions d'euros que nous avons, les centaines d'euros par mois que représente un loyer pour un commerçant comme celui-ci représente une miette pour nous, mais représente beaucoup pour ces commerçants. Monsieur Musso, vous nous avez refusé cette demande en commission, mais nous sommes plutôt ravis que finalement notre position ait été prise en compte, puisque la délibération a été modifiée dans l'exemplaire que vous nous avez envoyé pour le conseil municipal. Donc ça va dans le sens de ce que nous avons demandé, et nous vous remercions d'être revenus sur notre position. Du coup, on aimerait aller un petit peu plus loin, parce qu'on estime, et c'est un débat qu'on avait eu en commission avec certains élus, qu'on partage, on estime qu'il faut une équité entre tous les commerçants. Donc, quels sont les autres commerçants qui sont dans la même position que le potier du vieux village, qui sont dans la nécessité d'obtenir ce rabais-là, cet abandon exceptionnel? Est-ce qu'il y en a d'autres? Si oui, pourquoi on ne le met pas en place? Est-ce qu'on peut le mettre en place pour tous les commerçants? À notre sens, il le faut. Et on estime qu'il faudrait que la commune utilise ces leviers via les impôts et les taxes, notamment la TLPE, la taxe locale sur la publicité, pour aider aussi les commerçants qui n'ont pas de locaux municipaux. Il ne faut pas créer de distorsion entre les commerçants au sein du vieux village, qu'ils aient un bail municipal ou pas. Donc merci pour avoir pris en compte notre demande. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour aller un petit peu plus loin pour les commerçants qui sont dans un local municipal
et pour les commerçants qui ne sont pas dans un local commercial par le biais par le biais des taxes et des impôts. Pour répondre à la première partie, donc effectivement, je vais rappeler ce qui était dans la délibération initiale, donc tous les éléments qui ont été repris. Il était fait mention effectivement par délibération que le dit abattement consenti ne sera pas reconductible au-delà du 31 décembre 2024. On en a effectivement échangé là-dessus, qui venait préciser effectivement les conditions de cette délibération, sachant que effectivement, lorsque nous délibérons pour octroyer cette réduction supplémentaire, parce que nous étions au-delà du planning initialement prévu, cette délibération, comme elle dit en effet mention, elle est à titre exceptionnel et valable du 1er janvier au 31 décembre. Donc de fait, effectivement, après les observations que vous avez formulées, les explications que je vous ai données, on a été pris de commun accord avec le maire, ça pouvait ouvrir à une interprétation de supprimer cet élément-là. Dans tous les cas, la réduction de loyer va s'arrêter au 31 décembre. Ça ne veut pas dire que l'année prochaine, il n'y aura strictement rien. Chaque demande est appuyée et est étudiée au regard des pièces qui nous sont fournies, ce qui a été effectivement le cas, parce qu'on a pu les consulter ensemble. Donc si l'année prochaine, pour ce commerçant ou cet artisan ou un autre, la situation venait à évoluer de manière positive, il n'y a pas de sujet, mais si c'était de manière négative, à la lumière des pièces qui nous seront produites, nous prendrons une décision de même nature ou peut-être plus importante. Les autres cas, je sais qu'il y en a en ce moment, il y en a au moins deux. Il y a, pour un cas, effectivement, après je vais laisser Grégory parler là-dessus, il y a déjà des pièces probantes qui nous ont été remises pour un des deux artisans, si je ne fais pas d'erreur, et effectivement, donc certainement, lors du prochain dossier municipal, nous prendrons le même type de disposition. On ne sera pas sur le même niveau d'abattement par rapport aux éléments qui ont été fournis, ça se fera également par délibération. Quant en fait, sur les propositions au regard de nos collègues, etc., je pense qu'on pourra largement débattre lors du débat d'orientation budgétaire, où on pourra affecter de manière très précise nos différentes ressources par rapport à nos politiques publiques. Juste pour compléter ton propos, on a deux demandes émanant de Mireille Rêve-de-Fille et de Michel Adajar pour Natural Café. Donc on a dit à Philippe, on étudie les documents qui nous sont fournis pour un et pas pour l'autre pour le moment. Et en fonction des documents fournis et de l'étude de ces documents, on le mettra en commission et on le passera en conseil municipal si besoin. Oui, et je voudrais juste, je vous redonne la parole, je voudrais juste rajouter un mot. Il va de soi qu'effectivement, ce n'est pas les quelques centaines d'euros que cela rapporte à la commune qui vont grever le budget. Raison pour laquelle, après en avoir discuté avec Jean-Philippe, on s'est entendu sur le fait de ne pas mettre le dit abastement ne sera pas reconductible au-delà du 31 décembre, comme vous le suggériez vous-même, je veux dire, il n'y a pas de problème. J'attire quand même juste l'attention sur un aspect juridique des choses, c'est que bien entendu, en procédant de la sorte, il y a une certaine rupture d'égalité par rapport à d'autres commerçants. Donc voilà, on marche un peu sur des œufs. Mon choix, ou plus exactement notre choix, pour en avoir discuté en groupe, c'est effectivement d'aider à tout prix les commerçants à redynamiser le village ancien. Mais ce n'est pas chose simple, parce que d'autres pourraient dire, mais nous aussi on participe de la vie du village et nous payons plein pot, soit en étant locataire, pas forcément de nous d'ailleurs, soit en étant propriétaire. Voilà. Et bien entendu, d'un point de vue de choix politique, d'aider les commerces du village à continuer à vivre, parfois hélas à survivre, c'est une politique que nous souhaitons. Oui, oui. Juste une précision, M. Boucher, du coup, les demandes qui ont été faites par Mireille Rêve-de-Fille et Natural Café, de ce que j'entends, quoi qu'il arrive, ça passera en commission, ou est-ce que si, en amont, vous estimez que c'est pas recevable, ça ne passe pas en commission? Voilà, c'est pour être clair. Et du coup, monsieur le maire, l'aspect de déséquilibre juridique, on l'a aussi anticipé, d'où notre question. Est-ce qu'on ne peut pas, enfin, on a la réponse, on peut le faire, mais est-ce que vous n'avez pas la possibilité de mettre en place ce qu'on aimerait, c'est-à-dire jouer sur les taxes et les impôts, dont la TNPE, auprès des commerçants qui n'ont pas de baux municipaux, pour pouvoir justement jouer sur cet aspect juridique? Il faut voir au cas par cas. Ouais, déjà, nous, on peut citer des normes, il faut voir au cas par cas. Voilà. Et là, tiens, tu réponds. Non, mais je crois qu'ils ne sont pas assujettis à la TNPE, ou d'autres. Ça, après, on verra en fonction des éléments, il faut voir au cas par cas. Ensuite, concernant la demande de si ça passe en commission ou pas,
Pour être honnête, s'ils nous font une demande, c'est qu'ils ont quand même déjà des raisons pour qu'on puisse étudier et qu'on l'étudie en commission. Je viens d'une famille de commerçants, c'est pas de gaieté de cœur qu'on demande une aide. Voilà, donc à partir de là, quand on a une sollicitation, on prend le cas, on étudie, on leur demande des pièces justificatives, puisque c'est comme d'habitude, si on vous donne une feuille volante, vous allez nous dire qu'est-ce qui se passe. Et on les a eu en commission. Et en fonction de ça, on étudie. Si vraiment on a une demande et qu'on ne la passe pas en commission, on vous en informera pour vous dire les raisons. Je vous écrirai pour vous dire pourquoi on l'a pas fait. Et généralement, quand on a une demande, ça peut être justifié. Et je rappelle que concernant le TLP, on a une exonération globale pour les enseignes inférieures ou égales à 12 mètres carrés, ce qui pour des locaux de village est déjà pas si mal. Voilà. Oui, on est remonté à 12 parce qu'il y a un nouveau RLPI qui va entrer en vigueur et on est remonté à 12. Très bien. Donc la 17 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 18, il s'agit d'une approbation d'une convention de mise à disposition de l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain. Donc la métropole propose donc, depuis 2017 aux communes qui en sont volontaires un accès gratuit à l'outil informatique de l'Observatoire fiscal métropolitain. Donc les communes signent à cet effet donc, une convention type visant à encadrer donc, les droits et les obligations en respectant les différentes parties dans cette consultation. Il s'agit de consulter effectivement le CADAS, c'est un outil de cartographie avec une utilisation bien entendu tout à fait confidentielle. Oui, voilà, étant donné que bien sûr que cette délibération se conforme aux dispositions du RGPD, comme il se doit. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. C'est la délibération qui a été mise sur la table. Oui, oui. Ah oui, c'est toi qui la rapporte, oui, tout à fait. Donc vous avez une délibération qui vous a été remise sur table concernant donc, une avance sur la subvention de fonctionnement donc, du CCAS, des Pénéravaux. Donc on est dans la même dynamique que ce qui a été fait l'année dernière, puisque nous avons passé la même délibération, c'était au conseil municipal de février, où nous étions sollicités pour avoir une avance de 210 000 €. Cette année, la demande d'avance sur le fonctionnement est de 200 000 €. Voilà, donc on la passe à ce présent conseil. Question, remarque, avant de trésorerie. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Je rapporte les trois dernières. La première, c'est une augmentation de la valeur faciale du chèque déjeuner qui passerait à 7 € sans participation supplémentaire du personnel, ce qui est un petit coup de pouce au pouvoir d'achat des fonctionnaires de la mairie. Qui est pour, qui est contre. Oui, oui, bien sûr. Bonsoir à tous, les meilleurs vœux. Juste une question à titre d'information, quel était la part employeur avant la libération? C'est la moitié. La moitié. C'est la moitié sur la base de 6. On était à 6, donc c'était 3. Donc là on passe à 7 et ça reste que 3. Ok, très bien, merci. Ah oui, c'est 60-40. Pardon. Non, autant pour une erreur de pourcentage. C'était 60% pour la collectivité, 40% pour l'agent. Donc vous faites le compte, ça faisait 3 €. Là c'était 50-50, mais là ça passe à 60-40. Voilà. Je suis pris un peu les pieds dans le tapis, excusez-moi. Arrive, hein, au meilleur. Allez, je suis pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 20, c'est la protection sociale complémentaire, comme les choses sont obligatoires désormais, concernant, toujours pareil, les agents municipaux, et Dieu sait que par les temps qui courent, c'est important. Des questions, des remarques? Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. Et la 21, qui est la demande d'externalisation temporaire des missions d'instruction des autorisations d'urbanisme, dans la mesure où le métier d'instructeur au service de l'urbanisme est un métier de plus en plus à flux tendu. Donc on se donne la possibilité, nous avons eu 2 départs, d'instruire de façon externalisée
les demandes concernant le droit du sol, sous contrôle bien entendu des services de l'urbanisme et de moi-même. Oui. Depuis plusieurs mois, nous savons que l'urbanisme n'a plus de directrice depuis sa mise à pied. Quelles ont été les fautes commises par elle? Quelles ont été les sanctions données par le Conseil de discipline? Avez-vous utilisé l'article 40 du Code de procédure pénale qui vous oblige à prévenir le procureur dans un cas comme celui-ci? Quels sont les actes d'urbanisme que vous avez personnellement signés puisque c'est vous qui avez conservé cette délégation? Nous constatons avec cette délibération que nos impôts servent à financer des cabinets privés qui vont instruire les permis de construire. Le turnover des instructeurs du sol dure depuis 2020 et aucune action n'a eu lieu malgré nos alertes. En tant que maire, vous êtes responsable de la bonne organisation des services et du recrutement du personnel comme du contrôle des actes qui vous sont soumis à votre signature. Votre responsabilité est donc engagée dans cette situation. Nous savons que des journalistes ont été au déclenchement de cette affaire qui n'auraient peut-être pas vu le jour sans eux, alors que vous êtes responsable de cette délégation. Dans ce contexte inacceptable, nous demandons à ce que cette délégation soit confiée à un autre élu que vous. Alors, c'est un peu compliqué de vous répondre à toutes ces questions, bien que j'ai bien évidemment les réponses. Effectivement, aujourd'hui, la directrice de l'urbanisme n'est plus en poste. C'est délicat parce que vous me demandez publiquement, conseil municipal et public, en plus vous l'enregistrez, de parler de choses qui concernent un agent municipal et qui, bien entendu, a droit, comme tout un chacun, comment dirais-je, à la confidentialité, voilà. Je fais référence à ce que les journalistes ont fait remonter et vous ont fait réagir. Alors, là, c'est une la mise à pied, vous l'avez actionnée. Là, c'est une inexactitude. Alors, la faute qui est reprochée est effectivement faite sur dénonciation, oui, mais pas de journaliste. Vous comprendrez bien que cette dénonciation n'est pas anonyme, sauf faute de quoi je n'aurais pas poursuivi, je serais allé faire des contrôles, mais il n'y a pas eu de dénonciation anonyme. C'est une personne, non, écoutez-moi, une personne physique qui est venue m'apporter des éléments. Suite à quoi j'ai poursuivi, comme je devais le faire, et par un conseil de discipline, et par un article 40 pour répondre clairement à votre question. Bien évidemment, l'article 40 qui relève du pénal est suivi par la justice et il est hors de question que j'en dise davantage. D'autant plus que, pour être tout à fait honnête, je vous rappelle que dans un pays comme le nôtre, il y a séparation des pouvoirs et qu'on ne m'appelle pas pour me dire ben voilà où on en est. Le conseil de discipline, pour tout vous dire, j'ai demandé par rapport à la faute importante qui me paraissait exister, 2 mois de suspension, ce qui est beaucoup. J'ai obtenu 2 mois de suspension. Voilà. La personne aujourd'hui est en maladie, et je ne me permettrai pas de porter quelque jugement que ce soit sur cette maladie, comme vous le comprenez. Quant au turnover concernant des agents de l'urbanisme, là aussi c'est délicat pour moi de le dire, mais au-delà de fautes professionnelles, je dis bien de fautes professionnelles, il y a eu en effet des erreurs managériales de la part de la direction, ce qui explique certains départs, clairement exprimés. Voilà. Écoutez, j'ai dit publiquement le maximum de ce que je pouvais dire d'une affaire qui n'est pas terminée. Concernant ma délégation de signature, j'ai gardé la délégation de signature des permis de construire. En effet, jusqu'à présent, les permis de construire ont tous été instruits
dans les règles. Nous avons peu de poursuites au niveau du tribunal administratif concernant les permis de construire. Les principales poursuites que nous avons eues au niveau du tribunal administratif, ça concerne des aménagements, en particulier pour des logements sociaux contre lesquels vous étiez d'ailleurs. Une partie de la délégation, y compris en matière de signature, est portée par M. Leonetti, à qui je donne volontiers la parole, et je finis. Je pense avoir répondu point par point à tous les éléments que vous avez dit, sans dépasser ce que je dois dépasser. Voilà. Et je n'ai pas de, comment dirais-je, de jugement de personne à porter sur ce qui s'est passé. Ce que je vous ai dit est factuel. Le conseil de discipline est quelque chose qui n'est pas un secret d'État. Vous m'avez questionné sur l'article 40, où il y a un article 40. Et je vais vous dire, madame, je reproche un peu ce que vous m'avez dit concernant la presse. Parce que ce n'est pas un article de presse. Et pour tout aussi, madame, vous venez de le dire publiquement. J'ai dit que c'est des journalistes qui sont venus vers vous. Ah mais, alors... Je n'ai pas parlé d'articles de presse, j'ai parlé de journalistes. Comment, madame? Les journalistes communiquent comment? Donc vous insinuez que sous la pression journalistique, moi je n'ai rencontré aucun journaliste là-dessus. Et si Mars Actu, et vous ne manquerez pas de les saisir, je vous connais, veut m'interroger, il n'y a aucun problème. Par contre, effectivement, il y a eu dénonciation. Oh, ben attendez, je ne vais pas citer de nom, bien évidemment, mais de la part d'un promoteur, parce que le charmant monde de l'urbanisme, c'est pas un long fleuve tranquille, ni le monde des bisounours, mais à partir du moment où c'était factuel, c'était pas une suspicion, c'était factuel. Allez, j'ai pris 48 heures pour prendre ma décision. 48 heures. Pourquoi? Vous comprenez bien que si je n'avais rien fait, je couvrais une manœuvre délictuelle à laquelle je n'étais proche ni de près ni de loin, et ça aurait pu retomber sur moi et donc sur la collectivité. Donc un agent à la direction de l'urbanisme, la directrice de l'urbanisme, a eu un comportement qui relève d'une faute. La faute a été punie en conseil de discipline, article 40, vous savez la durée de ces choses-là, je crois ne pas avoir dire davantage. Quant au fait de ne pas de rendre la délégation de signature, il n'en est pas question, je ne vois pas pourquoi. Jean-Marc. Moi je voudrais juste rajouter, que j'étais bien présent lorsque cette personne est venue mener le dossier, et en aucun cas c'était un journaliste. Et une deuxième chose que j'ai relevée, quand vous avez cité, cette affaire n'a aucun rapport avec une signature de M. le maire. Elle n'a aucun rapport avec une signature de M. le maire, et je peux vous le confirmer encore une fois. Oui. J'ai entendu tout ce que, très attentivement tout ce que vous avez dit par rapport à la directrice de l'urbanisme. Moi, la seule question qui me vient justement en vous écoutant, c'est est-ce qu'à un moment donné, elle va reprendre son poste? À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous le répondre. Parce qu'au vu de tout ce que vous dites ce soir... À l'heure qu'il est, je ne peux pas vous répondre. L'affaire n'est absolument pas liée à la signature d'un permis, ni de la part de M. Leonetti, ni de ma part. La reprise de la personne à la direction de l'urbanisme, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. L'affaire suit son cours. Le conseil de discipline a tranché. Croyez-moi, c'est une affaire qui a été douloureuse pour moi, et j'ai fait les choses de la façon la plus factuelle, la plus juste et la plus dépassionnée possible. Je vous rappelle, si vous ne le savez pas, que le conseil de discipline qui se tient au niveau du centre de gestion est présidé par un magistrat du tribunal administratif qui a largement abondé, dans mon sens, sur la façon de conduire les choses. Voilà. Et je n'hésiterai pas à judiciariser cette question
si quiconque, vous ou quiconque, voulez me faire porter le chapeau de quelque chose qui ne relève pas de moi. Ça va mieux en le disant. Donc pour le moment, oui madame. J'en reviens à la décision d'externalisation temporaire des missions d'instruction, au vu de ce que vous venez de nous annoncer. La question qui me vient est tout simplement, quid de la gestion des dossiers par une externalisation dans le cadre apparemment un petit peu houleux actuel, et quel est le pouvoir finalement de votre signature s'il y a effectivement dans la gestion même des dossiers des problématiques qui doivent peut-être, bon, il y a eu effectivement cette histoire, mais j'imagine que tout n'est pas encore découvert et que tout n'est pas encore en ordre. Quid de l'externalisation dans ces conditions? Alors, comment se passe la délivrance d'un permis de construire? Un permis de construire, ça correspond à une grille d'évaluation sur un certain nombre de critères, vous le savez. Jusqu'à présent, comme je viens de le dire, il n'y a pas eu énormément de conduits, il y en a eu quelques-uns. Mais enfin, vu le nombre de permis, je n'ai pas le chiffre en tête, que l'on peut être amené à traiter, les choses se sont passées plutôt bien. Bien entendu, il ne doit pas y avoir une rupture dans le service public. Bien entendu, aujourd'hui, nous avons une responsable du service de l'urbanisme qui y est depuis plusieurs années et qui a acquis une solide expérience en la matière. Voilà. Donc, les permis de construire continuent à être traités, normalement. Et là, on a besoin rapidement qu'un relais... Alors, pour rien vous cacher, on a embauché une nouvelle instructrice des permis de construire qui doit arriver le 1er mars, le 5 mars. Donc vous voyez que le hiatus est extrêmement faible et qu'en tout état de cause, la responsable du service de l'urbanisme aujourd'hui a elle-même, de par son expérience, une compétence en matière d'instruction du permis de construire. Je vous rappelle également, que tout le monde soit au courant, aussi bien au niveau des élus qui ne suivent pas forcément ça à la limite, et non, c'est pas forcément la compétence qu'aussi bien au niveau du public, que le permis de construire est ensuite soumis a posteriori au contrôle de légalité. Et qu'à une exception près, ou deux peut-être, enfin une je m'en souviens très bien, j'ai signé il y a quelques années un permis de construire, allez, que je trouvais, vous voyez que je ne peux pas être plus honnête, un peu tiré par les cheveux. Le contrôle de légalité m'a donné tort. Alors vous savez comment ça se passe dans ces cas-là. Dans un premier temps, il y a une lettre demandant au maire de retirer le permis de construire pour les raisons exprimées, et s'il n'obtempère pas, ça passe au tribunal administratif et c'est le tribunal qui juge. Je ne vous cache pas que ce permis de construire que je trouvais un peu tiré par les cheveux, je l'ai immédiatement retiré, et puis les choses en sont restées là, après que, bien sûr, le pétitionnaire m'en ait voulu. Vous savez, tout est la faute du maire aujourd'hui, tout. De même, il neige, quelqu'un glisse sur le verglas, c'est la faute du maire. Quand on a des fonctions comme les miennes, surtout depuis le temps que je les ai, on accepte ces choses-là. Donc voilà, aujourd'hui, le service de l'urbanisme continue à fonctionner avec une responsable qui a l'habitude de ce qu'elle fait. Et bien évidemment, j'ai un suivi un peu plus aigu encore que ce que je pouvais avoir de par le passé, mais le service public n'est pas rompu. Oui, madame. Ah, attendez, je vous redonne la parole. Donc du coup, au 5 mars, il y aura une remplaçante qui sera en lieu et poste. Oui, mais je ne peux pas me permettre, au cas où, pour une raison quelconque, ne serait-ce que parce que ça ne lui plaît pas, elles viennent d'une région différente de la nôtre, il y a toujours des raisons qu'après dont on veut faire un procès, mais il y a toujours des raisons X ou Y pour qu'un agent quitte la collectivité, la nôtre comme les autres d'ailleurs. Donc je ne peux pas me permettre de ne pas avoir un suivi technique des permis de construire. D'où l'externalisation. Oui, je voulais avoir. Donc la confirmation, c'est que cette externalisation durera jusqu'au 5 mars, jusqu'au recrutement de la Non, absolument pas. Elle durera le temps qu'il faut.
pour qu'il n'y ait pas une rupture de ce service public. Je ne vais pas prendre, en plus ça nous a demandé du travail, on ne va pas prendre une externalisation pour 2 semaines. Hein. Ok. Et par ailleurs, je voudrais savoir ce que vous avez entrepris pour le service et le personnel, parce que j'imagine que le traumatisme d'une situation pareille est ressenti par tout le personnel. Quel est l'accompagnement que vous avez fait, à part vous, de mettre un peu plus de regard, mais ce n'est pas suffisant, je pense. Qu'est-ce que vous avez développé comme action pour soutenir cette équipe qui est fragilisée depuis un bon moment? Alors, pour le moment, rien. Là, je reconnais la psychologue qui parle et c'est bien comme ça. Mais je rappelle qu'il y a plusieurs années de cela, là vous me poussez loin dans ce que je n'avais pas envie de dire. Mais il y a plusieurs années de ça, pour des questions de management qui étaient un petit peu difficiles, allez, j'emploie un mot passe-partout, nous avions fait appel à une cellule psychologique. Bon, vous savez, le management, madame, dans les collectivités, il est de nature variable d'une personne à l'autre. Mon management personnel, je dis bien personnel, n'est pas réputé comme très autoritaire, très agressif. Il peut y avoir parfois des chefs de service, voire des directeurs de service qui ont des managements autoritaires. Et pour moi qui connais bien la mairie des Pennes-Mirabeau depuis longtemps, et même bien avant que je devienne maire, c'était un peu le cas de par le passé. Les temps changent. Aujourd'hui, on est sur des modes de management beaucoup moins agressifs, beaucoup plus accompagnants. Mais là, très précisément, je réponds clairement à votre question, je n'ai pas fait appel de nouveau à une cellule psychologique. Les agents qui travaillent à l'urbanisme aujourd'hui travaillent plutôt en confiance avec moi ainsi qu'avec M. Leonetti. Je leur fais confiance, ils me font confiance, ils ont bien évidemment été perturbés par ce qui se passe. Comment peut-il en être autrement? Mais pas jusqu'à convoquer une cellule psychologique. Je ne parlais pas de cellule psychologique, je pensais sur l'organisation de travail, sur un développement et une prise en compte des différentes personnes personnes et compétences et retravailler justement, redynamiser un peu différemment que ce que ça a été fait depuis un certain nombre de temps. Et ce n'est pas la première directrice, je pense qu'il y a un peu de passif sur l'organisation du service urbanisme. En termes d'efficacité technique, ça se passait très bien. En termes de relations humaines, c'était plus compliqué en effet. Savoir-être, savoir-faire. Hein. C'est pas à vous que je vais apprendre cette dialectique. Bien sûr que la réorganisation se fait autour de la responsable actuelle qui a ma confiance et qui, je pense, me fait confiance. Après, je vais vous rappeler les missions de l'urbanisme. Mais je vais surtout rappeler un point qui est capital, puisqu'on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va employer un mot différent de celui de l'urbanisme. L'aménagement du territoire n'est plus de notre compétence. L'aménagement du territoire n'est plus de notre compétence. Aujourd'hui, nous avons un suivi politique de cet aménagement, et Dieu sait ce que j'y suis attentif, parce que, bon, attendez, c'est évidemment ce qu'il y a de plus intéressant dans le travail d'un maire, mais ça se fait au niveau de la métropole. On est pour, on est contre, mais c'est comme ça. À l'époque, comme ça, vous avez tout le passé, ou ce que vous appelez le passif, mais là, ce n'est pas du passif. Il était question du transfert de la direction de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire à la métropole. Et je vais vous dire pourquoi ça ne s'est pas fait. D'abord parce que la directrice ne le souhaitait pas, clairement, mais si je l'avais souhaité, il aurait bien fallu suivre. Mais on s'était entendu sur le fait que le travail fait par le PLUI se fasse en interne à la mairie. En interne à la mairie, et pas par les hauts fonctionnaires, que du coup elle serait devenue, de façon participative, au niveau de la métropole. Aujourd'hui, le PLUI, concernant la part des Pennes-Mirabeau, a été mené très exactement comme je le souhaitais. C'est-à-dire pour préserver une urbanisation maîtrisée de la commune. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair.
Le PLUI aujourd'hui, il va rentrer en phase d'enquête publique dans quelques jours. Il terminera le 2 avril. C'est pas facile de faire travailler tant de communes à la fois avec des intérêts différents, voire parfois divergents. Mais nous, notre PLUI, il est clair. Donc aujourd'hui, les réunions, il y en a encore quelques-unes, y compris pour des choses sectorielles, que je fais avec la métropole, c'est moi ou M. Leonetti qui y participe. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des fonctionnaires, loin de là. Mais sauf que ces fonctionnaires-là, on les a. C'est ceux de la métropole. Alors, eux aussi changent, et c'est pas toujours simple. Donc voilà, moi, allez, je m'attendais un peu à ce que cette discussion vienne ce soir au conseil municipal. J'ai fait le maximum pour ne pas, comment dirais-je, mettre quiconque en difficulté, y compris l'agent lui-même, qui a toutes les possibilités de recours qu'elle souhaite. Tribunal administratif pour la sanction, pour le pénal c'est autre chose, mais le pénal, bien évidemment, ce n'est pas moi qui l'ai instruit, mais bien entendu, le service public, lui, il continue. Voilà, j'ai essayé d'être le plus complet. Je voulais quand même compléter sur le fait que nous allons voter contre cette externalisation parce que pour moi, et c'est ce que je disais en intro, c'est que la problématique qui est soulevée aujourd'hui et que nous avons soulevée depuis un certain temps sur le turnover à l'urbanisme génère ensuite donc un problème de management et génère du coup pour vous des prises de position vers l'externalisation et la privatisation, ce qui a été fait de la même manière pour les crèches et que nous avons dénoncé, ce que nous dénonçons aussi pour les services techniques au niveau des espaces verts. Et là-dessus, aujourd'hui, nous, et services des sports avec la maintenance, et là-dessus, nous nous opposons à déléguer par des privatisations ces services-là. C'est votre droit le plus strict. Par contre, les espaces verts ne sont pas externalisés. Les sports ne sont pas externalisés. Il n'y a pas d'émission d'espaces verts externalisés. Il n'y a pas Gilbert Roquy ne sera pas externalisé en termes de maintenance. Mais bien sûr que non. Il y a des missions ponctuelles. En particulier ce qu'on appelle des marchés à bon de commande que vous connaissez bien, qui sont externalisés. Alors, attendez, excusez-moi. Quand on voit la difficulté aujourd'hui du recrutement, d'une part, non mais attendez, vous pensez ce que vous voulez, vous votez ce que vous voulez, merci. Mais la difficulté de recrutement, et quand on voit aussi l'absentéisme, qui est une véritable plaie de la fonction publique, et je ne porte pas de jugement, c'est factuel, j'en parlais avec un ami à moi, maire communiste en plus, d'une commune pas très éloignée d'ici, vous avez un absentéisme qui pour lui, alors que Dieu sait ce qu'il défend les ouvriers, est absolument intenable. Vous défendez le statut de la fonction publique, c'est votre droit, je le défends aussi. Je rappelle que j'étais 10 ans président du centre de gestion et que je l'ai défendu bec et ongle. Et ça, vous pouvez le demander aux syndicats, y compris les syndicats qui étaient les plus à gauche et les plus virulents. Et moi, d'abord et avant tout, en tant que maire, je suis obligé d'assurer le service public. Que vous votiez contre, c'est votre droit, mais en votant contre, vous votez contre la continuité du service public. C'est tout. Et c'est tout. Donc, et oui, vous pouvez regarder, c'est comme ça. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre. Très bien, très bien. Non, attendez, ça ne peut pas être plus clair. Bien. Excusez-moi, je reprends mes papiers. C'est fini. Alors, il y a deux documents qui viennent de vous. Il y a une question orale qui s'est transformée ensuite en motion. En vœu, excusez-moi de cette difficulté sémantique. Alors, je rappelle quand même que je suis maître de la police et du conseil municipal, comme vous le savez, et que je pourrais dire, oh ben non, elle est arrivée sur table au dernier moment, vous voulez la défendre, on vous écoute. Merci beaucoup, monsieur le maire. Et du coup, il y a une équité, puisque vous avez déposé aussi des délibérations ce soir, sans qu'on le soulève. On a voté pour les délibérations que vous avez exposées au dernier moment. Ça ne nous a pas posé de problème. Donc, merci beaucoup pour respecter l'équité dans la manière de fonctionner aussi bien dans la majorité que dans l'opposition. Effectivement, on a une question orale
concernant le document que nous avons transmis à l'intégralité des conseillers du Conseil. Nous avons transmis le 9 janvier un projet de délibération concernant l'assainissement collectif sur le secteur du plan des peines. Comme vous le savez, il s'agit là d'un enjeu de santé publique. Vous nous avez répondu que vous ne pourriez pas la mettre à l'ordre du jour, puisque l'assainissement collectif n'était plus de notre compétence, mais de celle de la métropole Aix-Marseille-Provence, ce que nous savons bien entendu parfaitement. Comme vous nous l'avez évoqué, et comme nous l'évoquons ce soir, nous sommes surpris de cette réponse, puisque l'intégralité de la délibération que nous avons soumise consiste à solliciter la métropole au travers de nos élus métropolitains que sont Madame Slissa et vous-même, Monsieur le maire. J'en profite par ailleurs pour évoquer le fait que cette délibération a été travaillée avec plusieurs juristes de différentes communes qui maîtrisent bien entendu les compétences respectives de la commune et de la métropole. Pourquoi nous vous avons soumis une délibération dans un premier temps? Parce qu'elle est totalement justifiée. Quand nous demandons une subvention à la région ou au conseil départemental, nous soumettons au conseil municipal une délibération qui demande au conseil régional une subvention. Ce n'est pas nous qui versons directement la subvention, c'est bien le conseil régional, mais on crée bien une délibération pour aller demander la subvention. Un autre exemple, votre prédécesseur avait, dans le combat contre la ligne TGV en 1990, avait rédigé une délibération qui demandait bien, à l'intérieur de cette délibération, l'examen attentif de la contre-proposition formulée par M. le maire auprès des hauts responsables techniques du TGV, qui propose l'allongement du tunnel et le passage en souterrain du territoire des Pennes Mirabeau, qui s'engage à déposer sa démission dans le cas où cette solution serait refusée pour des raisons financières, et qui demande en cas de refus pour des raisons techniques une contre-expertise par un organisme indépendant. Donc votre prédécesseur mettait bien en place des délibérations quand il s'agissait de mener un combat dans la vision politique qu'il avait. Et on connaît l'issue positive de ce combat que M. Mélin avait mené à l'époque. Votre cabinet nous a évoqué l'article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales pour nous soumettre l'idée d'une motion et réfuter la délibération, puisque vous faites du juridisme, afin d'être vraiment conforme au fond de l'article que vous nous avez cité. L'article n'évoque pas du tout la notion de motion, mais bien de vœux, je cite, de vœux sur des sujets qui portent sur tous les objets d'intérêt local. Le vœu de demander à la métropole la réalisation de l'assainissement collectif sur le secteur du plan des Pennes répond donc parfaitement à la réglementation. C'est pourquoi nous avons passé notre projet initialement de délibération en vœu que nous vous avons transmis ce soir sur les tables de chaque élu. Si vous refusez de l'adopter, Monsieur le maire, cela voudra dire clairement que vous êtes, avec votre équipe, opposé à la mise en place d'un assainissement collectif sur le quartier du plan des Pennes et que vous ne tenez pas compte des problèmes de santé publique et d'atteinte à l'environnement que la situation actuelle génère. Vous êtes retranché derrière des arguments juridiques, mais politiquement, notre question est assez simple et claire. Est-ce que vous êtes pour ou contre le réseau d'assainissement collectif sur le secteur du plan des Pennes? Le préfet vous a écrit, l'ARS vous a écrit, cela fait 11 ans que le sujet est sur la table. Nous attendons une prise de décision politique. Merci de donner à la population de la visibilité sur votre vision. Encore une fois, est-ce que vous êtes pour ou contre le réseau d'assainissement collectif sur le secteur du plan des Pennes? Madame Chave et Monsieur Leonetti vont vous répondre. Dans l'ordre que vous voulez. Oui, non, ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, concernant le réseau d'assainissement du plan des Pennes, c'est un dossier qui, avec M. Gérard Pateau, on a suivi depuis très longtemps. Nous avons fait des études de faisabilité. Il y a eu des réunions publiques et des rencontres de riverains. Moi, j'aurais une question à vous poser, M. Amaro. Vous parlez de métropole, vous parlez de mairie. Est-ce que vous connaissez le fond du problème qui empêche de faire ce réseau? Le fond du problème qui empêche de faire ce réseau. Je réponds là. Non, si vous... Vous allez sur le terrain technique, nous restons sur votre motivation politique. Ouais. Est-ce que vous êtes pour que ce soit faisable ou pas faisable? Non. Monsieur Mélin, je termine, vous avez posé une question, je vous réponds. Monsieur Mélin, à l'époque, tout le monde lui disait que c'était techniquement pas faisable. Il a exprimé une vision politique qui était de dire « je suis contre ».
Ma question, elle est politique. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Que ce soit faisable techniquement ou pas. Monsieur Leonetti, est-ce que vous êtes pour ou contre? Moi, je suis tout à fait pour. Mais attendez. Je suis bien, tout à fait pour. Mais techniquement, cela rencontre beaucoup de problèmes. Alors, mettons en place la délibération et on travaille avec le métropole. Le schéma directeur vous a exprimé deux possibilités. Excusez-moi, laissez-moi terminer. Vous savez peut-être pas qu'il y a quand même, allez, je dirais 60% des riverains du Plan des Peines qui n'en veulent pas. Pour plusieurs raisons. Moi, je peux vous le dire, puisque j'ai fait le tour depuis de nombreuses années, comme vous avez parlé. Alors, il y a plusieurs problèmes qui se posent. Nous avons un refus de servitude de tréfonds. Il y a un refus de servitude de tréfonds. Il y a des propriétaires privés qui ne souhaitent pas qu'on en passe par chez eux pour passer les canalisations. Il y a un coût de raccordement qui ne savait pas qu'il fallait payer le coût du raccordement, qui est l'équivalent aujourd'hui qui doit tourner aux alentours de 3 500 à 4 000 euros. Il y a des canalisations qui, pour certains, et ce sont ceux qui ont dit non tout de suite, il y a des canalisations pour ramener jusqu'au réseau d'assainissement, où là, ça se chiffre, entre 15 et 20 000 euros, voire plus. Il y a le tarif de l'eau qui double. Le tarif de l'eau qui double. Quand j'ai dit qui double, ils payeront plus le même prix. Certains doivent être équipés d'une pompe de relevage. Qui dit pompe de relevage, achat, entretien, maintenance. Non, je ne suis pas contre. Moi, si j'ai tous les éléments, c'est-à-dire que tous les riverains me donnent le feu vert de me dire, allez-y, vous pouvez passer par là, moi j'achète la pompe de relevage, de suite. Faisons. Allez. Mais passons les vœux. Non, mais il n'est pas question d'une délibération. Moi, vous me posez la question des vœux, de vœux. Si tous les éléments sont ouverts, mais je suis le premier à les. Et monsieur Ménard, à l'époque, les éléments n'étaient pas ouverts. Et ils ne le sont toujours pas. Ils ne le sont toujours pas. Et ça a pris encore plus. Alors, après, c'est vrai que j'avais une possibilité avec monsieur le maire. On avait une possibilité qui est la DUP. Ah oui. Eh oui, ça, je suis désolé. Alors là, je vous le dis, je suis totalement contre, parce que au travers des rencontres que j'ai eues avec les riverains, la DUP aurait mis en difficulté pas mal de riverains. Je crois que les choses les a dites. Ce n'est pas du tout un obstacle technique, c'est effectivement, et là vous avez tout à fait raison, M. Amaro, c'est une question politique. Mais sur un sujet comme ça, je n'irai pas contre une majorité de gens de Plan des Peines qui ne sont pas pour. Parce qu'au final, c'est ça la question. Et pourquoi ils ne sont pas pour? Je récapitule ce qu'a dit Jean-Marc. Premièrement, ça va leur coûter beaucoup d'argent pour se brancher, pompe de relevage, et également augmentation de la taxe sur l'eau, comme vous savez, quand on est raccordé. Donc, il n'y a pas que des gens riches à Plan des Peines, une majorité est contre. Nous avons beaucoup travaillé sur ce sujet. Vous évoquez la question de santé publique. Vous avez raison. L'assainissement est un problème de santé publique en général. Mais il n'y a pas que Plan des Peines qui n'a pas que l'assainissement collectif. Et à partir du moment où les choses sont entretenues, ce n'est plus un problème de santé publique. Alors, je vais encore un petit peu plus loin dans le détail qui n'en est pas un. Nous avons répertorié une demi-douzaine de fosses septiques. 7 ben voilà. Qui ont été relevées par le SPAM. Voilà, qui ont été relevées par le SPAM. Vous savez qu'à ce titre, il en va de ma responsabilité et des choses doivent être traitées par la métropole dans les temps à venir. Moi, si vous voulez, sur le principe de mettre l'assainissement, sur le principe général de mettre l'assainissement, on est pour, mais pas dans la mesure où l'essentiel de la population, Sophie est mieux placée que moi pour le dire puisqu'elle y habite, elle est contre. Nous, on veut que les choses soient faites en bonne et due forme, mais on n'ira pas contre la vie générale de la population. Sur la question des logements, ils étaient majoritairement. Par ailleurs. Qui dit assainissement, s'il te plaît? Pardon, Madame Chef, ça leur coûte beaucoup. Il y a des gens qui attendent depuis Par ailleurs. Je venais de dire, Madame Le Chef, que la commission d'attribution des logements sociaux ne leur coûte rien. Il y a des gens qui attendent depuis 10 ans, qui n'ont pas la chance de pouvoir passer par des critères clairs. Ce que vous venez de dire est assez, malheureusement, condescendant pour les gens qui attendent depuis des années. Je voudrais terminer ce que j'avais à dire sans être coupé.
Par ailleurs, qui dit assainissement dit ouverture à l'urbanisation. C'est une règle générale. Raison pour laquelle, vous permettez? Non, oui, mais vous permettez? Dit ouverture à l'urbanisation. Or, il y a un autre quartier qui est soumis également à l'assainissement collectif ou non collectif, c'est les Barnoins. Et il y a quelques années, j'avais pris mes responsabilités en refusant l'assainissement collectif aux Barnoins, parce que sinon on allait faire une troisième ville aux Barnoins. Ce que M. Mélan, ben oui, si on assainit les Barnoins, ça devient constructible. Si ça devient constructible, on fait je ne sais pas combien... Vous avez un PLUI et un PLU sur lequel vous pouvez travailler sans avoir... Suivez vos dossiers. Le PLUI n'est pas encore voté. Non, je sais qu'il n'est pas encore voté, mais le PLU, vous pouvez agir dessus et vous avez peut-être toutes les mains, toute la main pour distinguer l'assainissement collectif de la constructibilité. Le PLU, c'est moi qui l'ai fait voter en 2012, donc je le connais bien. Mais le PLU s'est appuyé sur le fait que, justement, je refusais l'assainissement collectif. Donc, pour conclure et vous répondre, sur un principe général de mettre l'assainissement collectif, on est plutôt pour, mais on ne le fera pas au plan des peines, parce qu'après avoir largement, très largement consulté la population, ben les gens ils sont contre. Donc voilà. C'est l'intérêt général qui est bafoué parce qu'il y a des intérêts particuliers. Madame, je bafouerai une fois de plus, tel que vous l'avez tellement rappelé, l'intérêt général. Je défends aussi une population, sur un quartier qui, je le rappelle, est également concerné par une zone agricole protégée que je suis en train de mettre en place avec la Chambre d'agriculture et avec la métropole. Je défends aussi un quartier qui est exposé au plan d'exposition au bruit, qui est un document d'ailleurs qui est intégré au PLU, bientôt au PLUI, et à un moment donné, je défends simplement le fait de ne pas vouloir urbaniser le plan des peines. Non, mais madame, c'est là où il n'y a pas d'adéquation entre ce que vous dites et ce que vous faites. Au plan des peines, vous avez autorisé 2 gros projets immobiliers dans une zone où il n'y a pas d'assainissement. Il n'y a pas d'adéquation entre la réalisation bien sûr qu'il y a une adéquation. Oui, je suis désolé. L'assainissement collectif. Dont vous parlez, on était déjà dans une zone constructible, puisqu'on était annulé, et il a été demandé une microstation. Chose qui... Non, mais il n'y a pas d'assainissement collectif. Il y a une microstation. Voilà. Et c'est tout à fait légal. On n'a pas dit que c'était pas légal. On a dit qu'il fallait distinguer l'urbanisation de l'assainissement et que la main, vous l'avez sur la capacité à ne pas associer l'assainissement collectif avec la constructibilité. On ne va pas se lancer dans un débat technique parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Je rappelle que les 2 morceaux de terrain qui sont urbanisés de façon très modérée au demeurant sur plan des peines le sont de par le PLU. Je dis pas le PLU, pas le PLUI. Bon, moyennant une pompe de relevage, je n'ai pas envie, comme une majorité de gens de plan des peines, d'urbaniser davantage. Et c'est là où je ne vous suis pas quand vous dites qu'il faut dissocier l'assainissement de l'urbanisation. Tout le monde, mais madame, enfin, tout le monde sait que qui dit assainissement dit urbanisation. Et l'urbanisation, mais si, et l'urbanisation d'aujourd'hui, c'est pas celle d'hier. C'est-à-dire que celle d'hier, il y avait les fameuses zones NB2 et NB3 où on pouvait faire sa maison sur 4000, sur 10 000 m², ce qui en termes urbanistiques était une hérésie au demeurant. Bref, les zones NB n'existent plus et j'ai pris mes responsabilités en 2012 en supprimant les zones NB et en les remplaçant par de la zone naturelle. Et je ne me suis pas fait que des amis au Barnois. C'est une réalité. Mais là, au plan des peines, il n'est pas question, tant que je suis maire, ça ne durera pas éternellement, rassurez-vous, d'urbaniser massivement le plan des peines. Parce qu'aujourd'hui, quand vous urbanisez un quartier, c'est de l'ordre, par la demande de l'État, de 80 logements à l'hectare. 80 logements à l'hectare. Et je rappelle que cette année, nous allons payer l'amende SRU majorée de 100%, ce qui va nous coûter aux environs de 800 000 euros. De 800 000 euros. Oui, pour ça, autant, c'est 20 ans d'inactivité, effectivement. Pardon?
20 ans d'inactivité Ah, vous sur les voulez faire du logement sur social. les logements Ah, là, vous Sur le avez... plan des peines, peut-être. Ah ben c'est une bonne idée. Sur le plan Allez, des peines. vous irez dire aux gens qu'on va faire du logement social au plan des peines. Vous qui avez suivi de près ce dossier à l'époque, j'aimerais avoir votre avis d'aujourd'hui, Monsieur Fuzon, d'autant que vous demandez la parole et que vous ne l'avez pas eu sur le dossier. Oui, merci. Juste une parenthèse, la loi SRU, je rappelle que vous étiez pour. C'est toujours bien de le rappeler. Que j'étais vous étiez pour, vous étiez au Parti Socialiste, à la gauche plurielle qui l'a fait à l'époque, et vous n'avez rien trouvé à redire. Oui, non, le problème du plan des peines, c'est de l'assainissement, ça fait maintenant 11 ans, et c'est un problème qui date depuis 2013. C'est bien, on n'était même pas élu à cette époque-là. En 2013, j'étais pas élu. Non, moi. Ah, pardon, oui. Moi. Vous étiez né quand même. Oui. Oui, à peine. Mais vous n'habitiez pas les peines, c'est vrai, pardon. Peu importe. Oui, comme vous. Mais ça, que vous étiez là et que vous n'habitez pas les peines. Donc bon. Oui, mais moi j'y suis tous les jours, lui il n'y était pas. Ah, aussi, moi j'y suis aussi tous J'avais les jours. suffisamment reproché pendant la campagne d'habiter à Saint-Victoré. Allez-y, pardon. Oui, alors, oui, parce que là, il y a aussi un autre aspect, c'est le risque sanitaire. Et ce risque sanitaire, c'est pas nous qui le disons, c'est l'Agence régionale de santé qui le dit. On a vu les documents et il y a un réel risque. Et vous savez qu'il y a un code de santé publique qui dit que c'est les maires qui, tout ce qui est salubrité publique, c'est les maires qui ont la main dessus et qui ont l'obligation de régler les problèmes. De surcroît, en plus, vous êtes médecin, donc la salubrité, c'est normalement quelque chose qui devrait vous toucher. Il y a plusieurs médecins dans votre majorité. Et dans l'ancienne majorité aussi, vous étiez 2 médecins. De notre côté, nous, on a essayé de faire bouger les choses. J'ai écrit plusieurs courriers au préfet, on a écrit à la métropole, on a pris des rendez-vous avec les services, on a même été présenter la pétition qui a été faite par les habitants et on a essayé de faire bouger les choses de l'autre côté. Alors ça, c'est un premier point. Et après, il y a quand même quelque chose dans cette histoire qui m'interpelle. C'est vous, c'est le groupe Ensemble pour les peines Mirabeau et M. Amaro, parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes élu depuis le 1er janvier 2024. Vous êtes à peine élu. Je veux quand même rappeler que vous avez un parcours politique. Vous avez fait plusieurs partis politiques, vous étiez au MPF, à l'UMP qui est devenu LR, et puis maintenant vous avez créé votre propre parti. Et durant 7 ans, vous étiez avec Mme Vassal, chez les Républicains, l'UMP, et chez les Républicains, qui était présidente de la métropole, qui a la main sur l'assainissement, et également président du département, parce que le département devait financer l'assainissement. Vous étiez ensemble à l'UMP, au LR, vous étiez élu de ce mouvement, vous étiez un cadre de ce mouvement, vous étiez même élu au sein des instances de la Fédération des Bouches-du-Rhône. Vous étiez un proche de Christian Kert, qui était quand même un poids lourd des LR, et en 7 ans, vous n'avez rien fait. Et là, dans ce cas-là, vous aviez, vous, les moyens d'agir. Vous côtoyez Mme Vassal, la métropole, vous nous parlez de la métropole, vous aviez les moyens d'agir, alors que des adversaires politiques de Mme Vassal arrivent pourtant à obtenir du département, de la métropole, des choses. Et vous, alors que vous étiez amis avec elle, en 7 ans, vous n'avez absolument, malheureusement, rien obtenu pour les peines, et c'est assez étonnant. Donc merci beaucoup. J'ai appris beaucoup ce soir. J'ai appris en tout cas que dans la coalition avec Michel Amiel, vous vous démenez à essayer de détendre le groupe Ensemble pour les peines Mirabeau, mais encore une fois, M. Fuzon et M. Amiel, c'est même trop bas. Deuxième sujet, j'ai appris ce soir que j'avais créé un parti politique. Ben, écoutez, je ne savais pas que j'avais ce talent et ce temps à dédier, parce que étant travailleur et n'étant pas rémunéré par la politique, le conseil régional et autres, je n'ai pas le temps de créer un parti politique, mais je suis heureux de l'apprendre. Et je n'ai jamais été ami de Madame Vassal, mais je suis aussi heureux de l'apprendre. Mais en tout cas, écoutez, si vous avez ses coordonnées, n'hésitez pas à l'appeler pour, en tout cas, essayer de vous faire épauler par Madame Vassal avec grand plaisir. Mais merci beaucoup dans cette coalition avec la majorité qui est assez marquante depuis. Alors, on va clôturer le débat là. Monsieur Fuzon, c'est bon, attendez, on ne va pas faire un débat de parti politique, Fuzon-Amaro. Chacun son parti, chacun ses opinions, c'est tout. Pour ce qui est de la loi SRU, je pense qu'effectivement, cette loi devrait être amendée, non pas supprimée.
Parce que du logement social, il en faut. Du logement social, pardon, le barbarisme. Du logement social, il en faut. Et j'en ai fait. Pas assez au bout de l'État, mais j'en ai fait. Parce que j'ai toujours considéré, et je considérerai toujours, tant que je suis aux affaires, que les gens modestes ont aussi le droit de vivre au Pen Mirabeau, et il y en a. Sur quel critère? Comment, sur quels critères? Eh bien, comment leur sur quel critère? Commission d'attribution, on ne va pas revenir là-dessus. Il y a une commission d'attribution, que vous le vouliez ou pas, on ne va pas relancer ce débat. Bon, bref, on revient à l'assainissement. L'assainissement du plan des peines, je considère qu'une majorité de personnes ne le souhaite pas, même si Madame Fioril considère que c'est prendre en compte uniquement les demandes individuelles, mais quand il y a une telle proportion, croyez-moi, ça fait du poids. Ça fait du poids. Donc voilà, je crois qu'on vous a largement répondu, et je crois que le débat était intéressant, même si... Et donc, est-ce que vous pouvez mettre aux voix... Non, je ne mettrai pas aux voix ce vœu. Est-ce que vous pouvez le mettre aux voix pour le prochain conseil municipal, si vous voulez l'étudier? Mais il a toute légitimité et toute légalité à être présenté. Et je vous demande, si vous ne le mettez pas aux voix ce soir, de le mettre aux voix et à l'ordre du jour du prochain conseil municipal. J'entends votre demande, mais j'ai toute légitimité également à mettre ou pas ce type de demande de la part de l'opposition aux voix. Quant à ce qui s'est dit ce soir, outre que vous l'avez enregistré et que je ne doute pas une seconde que vous aurez la bonne foi de tout mettre pour ceux qui le voient, entre nous soit dit, ça ne se bouscule pas au portillon d'aller voir ça. Mais moi, bien entendu, comme d'habitude, je communiquerai sur les lendemains de conseils municipaux, comme j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Et nous vous demandons de l'élégance et du respect des élus que nous sommes. Alors, pour ce qui est de l'élégance, lorsqu'il y a quelques années, il y a eu un certain comportement à mon égard, oui, ou à l'égard de certains. Quand M. Amaro avait envoyé Sodo à travers la figure d'une de ses collaboratrices. Mais vous parlez de vous. Mais oui, vous le savez bien. De vous, oui, de vous. Vous parlez de vous. Alors, je n'ai jamais traité Amaro de con. Je n'ai jamais traité Amaro de con. Et j'ai simplement une citation, parlant de l'imbécilité des gens qui voulaient toujours avoir le dernier mot. C'est tout. Alors, vos leçons de respect, madame, vos leçons de respect, vous les gardez. Voilà. L'ordre du jour est épuisé, moi également, et je ne doute pas qu'il en soit de même pour vous.